Bien, alors c'est un texte qui était attendu et il faut quand même rendre grâce au gouvernement pour la célérité et le fait qu'il l'ait introduit comme étant une priorité, parmi les priorités dans le cadre du mandat. Cette réforme des marchés publics est extrêmement importante parce qu'il faut savoir que la commande publique, c'est un catalyseur pour l'industrie marocaine et pour l'offre marocaine. Quand on parle de commande publique, on parle bien entendu des investissements. À titre d'exemple, vous savez que la loi de finances 2023, c'est 300 milliards de dirhams d'investissement et c'est à peu près 200 milliards de dirhams de dépenses courantes. Tous ces investissements, c'est un flot qui permet normalement de faire une possibilité de croissance et de développement. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que malgré l'importance des investissements publics, leur impact sur le taux de croissance du pays reste assez limité, voire faible. D'ailleurs, la Banque mondiale le relève souvent dans ses rapports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capillarité des dépenses publiques n'est pas bonne. En général, dans un pays, quand vous avez une dépense, ça attire de la production, de la vente, et donc ça devrait être, ces montants-là, on doit les retrouver dans la production. Donc, on voit qu'il y a de la déperdition et c'est cette déperdition qu'il fallait, disons, circonscrire et voir comment y aller. Donc cette réforme des marchés publics avec ce nouveau décret le 2-22-431 qui rentre en vigueur à partir du 1er septembre a pour objet de dynamiser cette dépense publique, de la rendre, disons, de la faire mieux répartir entre les différents bénéficiaires, d'assurer une plus grande transparence, d'assurer une meilleure gouvernance, en fait de donner surtout une meilleure efficacité à la dépense publique. Alors, je n'aime pas parler d'une révolution réglementaire parce qu'on ne commence pas ex nihilo. Le Maroc a une grande expérience dans le domaine de la dépense publique et dans son économie. Par contre, c'est, disons, un tournant majeur parce qu'il y a des points importants qui ont été abordés dans le cadre de ce décret. Notamment parmi les points importants, c'est le fait qu'on va pouvoir aller vers plus de bénéficiaires, vers différents types d'entreprises, aussi bien par la taille que par la région, et notamment grâce à l'aspect de la lotisation, de tout ce qui est marché à loti. Ça veut dire que dans la mesure du possible, l'administration va pouvoir diviser les montants et l'amplitude des marchés en lots de plus en plus petits, ce qui de manière à permettre à des entreprises moins grandes, des PME, des TPME, voire des auto-entrepreneurs de pouvoir en bénéficier. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la dynamique des secteurs. Nous avons eu l'exemple dans le passé, par exemple pour les autoroutes. Avant, il y avait de grands appels d'offres et de grands tronçons d'autoroutes qui étaient faits de 200-300 km. Il n'y avait que des multinationales qui pouvaient soumissionner. Quand on a commencé à mettre des tronçons d'autoroute de 30-40 km, on a vu que beaucoup d'entreprises marocaines ont pu entrer dans ces marchés, acquérir un savoir-faire, réaliser un excellent ouvrage. Et aujourd'hui, on les trouve au Maroc, mais on les trouve aussi dans tout le continent africain, en train de développer leur savoir-faire et c'est devenu une source d'exportation. D'abord, ce qui est prévu dans la loi. Ce qui est prévu dans la loi, c'est d'abord une obligation de publication des programmes triennaux pour chaque maître d'ouvrage. Ça donne une transparence, ça donne une visibilité et cette visibilité permet à différents opérateurs, notamment industriels, de se préparer, de programmer et de financer la réponse à cette demande. Il y a
une obligation de définition des besoins d'abord, c'est-à-dire on ne va pas vers un produit bien précis, ce sont les besoins qui sont définis et la réponse doit être une satisfaction de ces besoins. Il y a une mise en avant de l'offre marocaine avec d'abord une préférence nationale qui a été fixée à 15%. Un référencement national, c'est-à-dire que l'administration doit prendre en considération l'offre nationale existante et les normes marocaines homologuées. Il y a aussi, si on ne peut pas, s'il n'y a pas cette offre marocaine existante, avant d'aller vers une offre étrangère, il faut que le maître d'ouvrage établisse un certificat comme quoi ce n'est pas possible et pourquoi. Il y a aussi l'élargissement du champ d'application aux fournitures et services d'une manière jumelée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça amène encore plus l'implication du tissu national parce qu'à part les fournitures, il faut que tout ce qui est service à côté soit aussi que ça accompagne. Et ensuite, il y a aussi cette culture d'aller du moins-disant vers le mieux-disant, voire le plus offrant. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une technique qui est appliquée, d'abord en mettant une opération de manière globale, c'est-à-dire que quand on parle par exemple de l'offre de fourniture, ce sera une offre de fourniture, mais aussi avec les opérations de maintenance et d'entretien sur une certaine période. Donc on envisage le résultat sur toute la période d'exploitation. Ensuite, c'est aussi en mettant un prix de référence qui est calculé en fonction d'une estimation du maître d'ouvrage, en fonction des réponses des différents soumissionnaires, et à partir de là, on détermine un prix de référence moyen, et par rapport à ce prix de référence, ça veut dire qu'on essaie toujours d'être dans ce mieux-disant ou plus offrant, et donc ça donne une meilleure qualité, plus de possibilités, et on lutte un peu contre la casse des prix, et la casse des prix allant souvent avec une casse de la performance et de la qualité. Le diable est dans les détails, comme on dit. Aujourd'hui, il y a un décret, mais à partir du décret, il doit y avoir un certain nombre d'arrêtés d'application qui vont nous montrer exactement comment ça va se passer au niveau de l'opérationnalisation. Et notamment parce qu'en fait, c'est lié. Aujourd'hui, on a parlé du décret sur les marchés publics, mais il va falloir aussi voir le décret qui concerne la réforme du décret numéro 2-14-394 qui est relatif au cahier des charges, le CCAGT, qui est cahier des clauses générales de CCAG administrative. Et c'est celui-là qui explique et qui est relatif à tout ce qui est la partie opérationnelle, notamment les réceptions provisoires et définitives, les moyens, les dispositifs de paiement, les cautions, etc. Et là, c'est des points extrêmement importants pour l'ensemble des entreprises qui nous soumissionnent au marché public, parce que là où les choses peuvent coincer, là où les gens ont des problèmes, c'est très souvent au moment des réceptions, parce que c'est la réception qui déclenche le tout. C'est aussi le problème de tout ce qui est cautionnement, parce que quand vous avez des cautions, vous donnez des cautions définitives, de retenue de garantie pour rassurer l'État, nous avons malheureusement ces cautions qui peuvent rester, qu'il y en a qui restent qui ont 30 ans d'âge et qui sont toujours en train de courir. Elles n'ont pas d'échéance, elles ne sont pas mises en jeu, elles ne sont pas dénoncées, elles restent dans des dossiers, et par contre, les gens gardent leur cautionnement chez les banques avec des montants qui peuvent être très importants, et pendant des années et des années, elles payent des commissions, elles diminuent leur capacité à pouvoir soumissionner à d'autres marchés. C'est anti-économique et ça coûte de l'argent pour tout le monde. Cette réforme des marchés, c'est une initiative qui a été très positive, et la CGM et le secteur privé étaient très fortement impliqués,
et ça a représenté une force de proposition, cela dans le cadre d'une approche participative qui a été introduite par la Trésorerie générale du Royaume. D'ailleurs, non seulement à travers la CGM, mais aussi à travers le public d'une manière générale, grâce à un site pour recueillir l'ensemble des remarques et commentaires. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça nous a permis d'aller en général vers des détails opérationnels, parce que le but, c'est l'efficacité. Il faut aller vers l'efficacité et empêcher que la lourdeur administrative que nous connaissons entrave un peu toute cette dynamique de développement. Alors, les secteurs, en réalité, la commande publique concerne pratiquement tous les secteurs, que ce soit le secteur industriel ou le secteur des services. Mais bon, on connaît les grands secteurs qui sont très fortement utilisateurs de la dépense publique. Vous avez bien sûr le BTP, la construction, vous avez l'automobile, vous avez l'électricité, vous avez le plastique, vous avez l'agroalimentaire aussi pour certains cas, et de manière le service, bien sûr, les locations de voitures, les différentes locations. Et là, dans le cadre de ce décret, il y a aussi une nouveauté, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien l'acquisition que la location avec option d'achat. Donc ça va être aussi une possibilité financière pour l'administration et une souplesse par rapport à la satisfaction de la commande publique. Donc beaucoup de secteurs sont concernés. Par rapport, alors on est en train de parler, c'est un marché, ce sont des marchés publics. En général, marché public, je pense que ça concerne essentiellement le budget de l'État. Maintenant, à côté, vous avez les établissements publics qui, eux, sont régis par leur statut propre, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent soit se référer à cette loi, ce décret, soit intégrer dans leur statut les dispositions qui sont reprises dans ce décret. Ça veut dire aussi qu'elles ont une mise à niveau par rapport à leur statut, à leurs conditions générales d'achat à effectuer pour être en phase avec la commande publique d'une manière générale au sens large. Et puis, ça peut aller jusqu'à des fois jusqu'à des deuxième, troisième niveaux, quand on parle de concession de services publics à des opérateurs privés. Dans l'esprit, on peut y aller. Je pense que ça va servir d'exemple. Il y aura une exemplarité. À partir du moment où l'État se met dans ces conditions, disons, de travail, toutes les instances qui sont dans le sillon de l'État vont probablement adopter la même manière de faire, les mêmes règles, parce que c'est ce qui a été fait dans le cadre des anciens décrets. La plupart des établissements publics soit se réfèrent carrément au CCAGT, soit recopient les dispositions dans le cadre de leurs dispositifs propres. Et des fois, quand elles ont des dispositifs propres, ce qui manque, elles disent en cas de manquement, on se réfère au texte qui concerne l'État. Donc je pense qu'il y aura forcément une exemplarité et qu'il y aura un suivisme qui va se faire naturellement de la part de ces établissements publics. Vous avez raison. Et là, alors je vais vous dire, jusqu'à présent, je vais prendre un exemple. Moi, je trouve qu'il y a un exemple qui était excellent dans ce cadre-là. Ça a été sur la loi sur la charte de l'investissement. Pour la première fois, lorsque la loi sur la charte de l'investissement, la loi 4 sur la charte de l'investissement est sortie, en même temps que la loi 4 sont sortis les textes d'application. On aurait souhaité que dans ce cadre-là, en même temps que le décret principal, sortent les décrets d'application. Parce qu'en fait, trop souvent, c'est dans ce décalage entre le décret mère et les textes d'application que nous avons des problèmes pour l'exécution de ces lois. Maintenant, il y a une nécessité d'avoir
des organes, d'amélioration de la gouvernance. Bon, il y a la Commission nationale de la commande publique qui doit jouer son rôle de proposition, son rôle d'observation. Il serait bon d'avoir un observatoire et qui est prévu, un observatoire de suivi de la commande publique, et quand on dit de suivi de la commande publique, avec aussi le retour sur expérience de manière, parce que il faut voir que dans le cadre de la commande publique, il y a des expériences. Et ce retour d'expérience peut enrichir la loi et amener à faire des amendements progressifs. Comme toute loi, elle doit vivre parce que ça fait partie des choses. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'opérateurs qui sont concernés. Il faut la faire vivre et le principe que ce soit des décrets et des arrêtés, ça permet une certaine souplesse pour pouvoir adapter les choses au fur et à mesure, toujours faire plus d'efficacité et plus d'atteinte des objectifs tels qu'ils ont été tracés, c'est-à-dire encore une fois la croissance, le développement, permettre l'accès à différents opérateurs et de différentes tailles et dans différentes régions d'aller vers les marchés publics, une meilleure transparence et surtout une meilleure efficacité de l'investissement public. Les impressions aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre, donc est rentré le 1er septembre. Nous attendons les décrets d'application. Nous attendons vivement l'amendement du décret concernant les cahiers des charges parce que, je vais être très direct et très franc avec vous, nous, en tant qu'opérateurs, ce qui nous intéresse, c'est le terrain et l'opérationnalisation. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir accès à des marchés, de pouvoir travailler, produire, livrer et être payé, et cela d'une manière fluide qui permet de recommencer les opérations et d'en faire. Et ce qui est surtout très important ici, c'est de voir en sorte, il y a un truc qui va jouer, c'est comment faire aussi la liaison de ce décret, de cette loi sur les marchés publics avec le programme du Made in Morocco qui est en cours, parce que c'est avec ce programme du Made in Morocco qui va être un peu le symbole de la souveraineté industrielle et décisionnelle de notre pays. C'est comme ça, en le consolidant, en se servant de ce programme, que nous pourrons faire en sorte que cette capillarité des investissements puisse aller vers les investissements privés et vers la production privée, donc vers la valeur ajoutée, donc vers le taux de croissance. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.